Salut les pygmées! Pour tous ceux qui ont raté quelques épisodes cette semaine, on vous remet toute la sauce d'un coup. Alors voici la semaine condensée en une demi-heure. Salut les pygmées, on attaque une semaine sur les chapeaux de roue puisqu'il y a plein de jeux. Donc aujourd'hui on va voir des nouveautés, demain les tests et mercredi encore des nouveautés. Jeudi on retrouvera les trucs et astuces comme d'habitude et le top des meilleurs jeux vendredi. Sans oublier la rediffusion samedi. Mais tout de suite on va voir Rainbow Island sur Master System et Joe & Mac sur Game Boy. Dans la famille culte, voici Rainbow Island sur Master System. Ce jeu de plateforme appartient en effet à la série des Bubble Bobble, un des plus gros succès de l'éditeur japonais Taito. Comme d'habitude, dans ce genre de jeu, vous incarnez un petit garçon perdu dans les îles au graphisme et aux ennemis acidulés. En guise d'armes, vous disposez en tout et pour tout d'arc-en-ciel, ceux-ci servent aussi bien d'escalier que d'armes contre les adversaires. Comme dans les autres épisodes de la série, chaque ennemi tué se transforme en un objet que vous devez manger. Si c'est un diamant, récupérez-le vite, car 7 d'entre eux donnent une vie gratuite. Le jeu fourmille d'astuces du même style et de portes secrètes, un vrai régal. Le faible niveau de difficulté réserve en priorité Rainbow Island aux plus jeunes. Mais l'ensemble est si mignon, jouable et non conformiste qu'il plaira également aux plus vieux. Pour résumer, on pourrait dire que Rainbow Island fait partie de ces jeux indémodables qu'il faut absolument connaître si l'on est un vrai fan de console. Agréable à jouer, joli à regarder, c'est une véritable sucrerie tout en douceur pour la petite Sega. Après avoir sévi sur Super Nintendo et sur NES, les deux compères troglodytes se retrouvent sur Game Boy. Comme vous le savez peut-être déjà, Joe et Mac sont deux hommes préhistoriques partis à la rescousse de leur compagne, enlevée par le méchant du coin. Résolument axé arcade, Joe & Mac tient beaucoup plus du beat'em up que du jeu de plateforme, même si cet aspect n'est pas complètement négligé. Vous avancez, vous vous servez ostensiblement de votre massue pour éliminer les adversaires, et puis basta. Ça ne va pas très loin, c'est sûr, mais ça défoule. Vos ennemis, comme vous pouvez le remarquer, sont plutôt hargneux. Guerrier hirsute qui vous tape dessus, hélico lanceur d'œufs, oiseau de malheur, etc. Faites bien attention et zigzaguez entre les coups, ils vont pleuvoir. Pour vous aider, vous pourrez ramasser certaines options, et en particulier les bonus énergie que laissent les adversaires lorsqu'ils meurent. En ce qui concerne la qualité du jeu, la Game Boy étonne. Les graphismes, en particulier, sont très sympas. En bref, un très bon jeu pour les fans de la portable de chez Nintendo. Et pour vous présenter notre dernière nouveauté de la journée, Mohamed Ali Boxing sur Mega Drive, j'ai invité Michel Tison, qui est son principal adversaire. Il est où Ali que je lui casse la tête? Eh, attends, on se calme, ce n'est qu'un jeu, Mohamed Ali Boxing. Bon alors c'est à toi que je vais casser la tête. Fan de boxe, savez-vous quel est le meilleur boxeur de tous les temps? Mais non, ce n'est pas Michel Tison, mais c'est bien Mohamed Ali. Avec cette version sur Mega Drive, Virgin vous a pondu une méga simulation de boxe. Pour vaincre tous vos potes, des poids plumes aux poids lourds, vous disposez non seulement du fameux jeu de jambes d'Ali, mais en plus de tous les coups du noble art. De l'uppercut au foie, au direct à la face, en passant par les crochets sur le coin de la gueule, ça va déménager sur les rings de Las Vegas et d'ailleurs. La fluidité du jeu rend le combat proche de la réalité, mais la vitesse des castagneurs pose pas mal de problèmes pour les feintes et les esquives. Avec un peu d'habitude et d'entraînement, on doit quand même pouvoir s'en sortir sans trop de casse. Le combat lui-même est géré par les deux barres que vous apercevez en haut de l'écran. La rouge désigne votre vitesse de frappe et la bleue votre puissance. Plus vous donnez de coups, plus vos niveaux montent et plus vous en prenez, plus vous morflez. Question jouabilité, Mohamed Ali a tout ce qu'il faut. Même si la prise en main du jeu n'est pas immédiate, vous arriverez rapidement à maîtriser les différents coups et croyez-moi, ils sont suffisamment nombreux pour vous permettre d'élaborer des tactiques différentes suivant les adversaires que vous rencontrez.
Pour vaincre Mohamed Ali, il ne vous reste plus que quelques marches à franchir en frappant de toutes vos forces. Salut les flippés, comme on a pas mal de jeux, on va se faire une série de tests avec pour commencer Cool World sur Game Boy et Tom et Jerry sur Game Gear. On voit ça tout de suite dans l'écran. Pour ceux qui ne liraient pas encore Player One le magazine, je vous rappelle qu'il est en vente dans toutes les bonnes librairies le 10 de chaque mois. Rappelons ici que Cool World c'est d'abord un film. Certes un film très particulier puisqu'il mélange des séquences en dessin animé avec des séquences réelles, un peu à la manière de Roger Rabbit. L'autre atout à mettre au crédit de cette production cinématographique, c'est que le personnage animé de la Belle Vamp a été calqué sur les formes ô combien généreuses de la sublime Kim Basinger. Avec de telles qualités, on aurait pu s'attendre à un superbe film. Ce ne fut pas le cas, à tel point que les producteurs n'osent plus le sortir en Europe. On aurait pu penser que le jeu allait rattraper l'affaire et nous proposer de superbes graphismes liés à une action d'enfer. Et là encore, c'est la déception. Cool World sur Game Boy est ce que nous appelons une daube. Bref, un jeu raté. Regardez un peu les images. Les animations sont dramatiques, les graphismes déplorables et pire que tout, la jouabilité est désespérante. Il est quasiment impossible de diriger correctement le personnage. Sous prétexte de sortir un jeu de plateforme tiré d'un film présentant une grosse affiche, Cool World sur Game Boy tient plutôt du pétard mouillé que rien ne saurait rallumer. Un ratage complet quoi. La note Player One pour ce jeu est de 30%, juste parce que les musiques ne sont pas trop mauvaises. Tom et Jerry fait un retour en force à la télé par l'intermédiaire des consoles de jeu. Après la Game Boy, c'est au tour de la Game Gear d'accueillir l'un des duos les plus explosifs de l'histoire du cartoon. Dans ce jeu de plateforme inspiré du film, vous dirigerez Tom, le chat, parti à la poursuite de Jerry, la souris, qui lui a volé sa carte au trésor. Comme dans le dessin animé, l'aventure est une gigantesque course-poursuite. Jerry vous nargue en permanence à quelques mètres et se dérobe dès que vous arrivez. Mettez alors les bouchées doubles pour la rattraper en évitant les 1001 pièges qu'elle largue sur son passage. Bref, c'est bourré de gags et notre ami Tom aura l'occasion de se faire calciner ou écraser à maintes reprises. Comme on pouvait s'y attendre, Tom et Jerry est une vraie réussite. Les graphismes adorables collent vraiment bien à l'ambiance du dessin animé. Les niveaux sont variés et bourrés de bonus. C'est un cartoon sur votre Game Gear. Il est malheureusement un peu trop facile, ce qui limite sa durée de vie. La note Player One, 80%. Et pour vous présenter Mutant League Football sur Mega Drive, j'ai invité Joe Montala de l'équipe des Crazy Horse. Alors c'est comment Mutant League Football? Oh, c'est comment Mutant League Football? Qu'est-ce que tu dis? Tu m'entends là? Pas très bien, j'ai le casque. Bon, le mieux c'est de voir Mutant League Football en image parce que Joe Montala il est vraiment out. Dans Mutant League Football, il y a Ligue qui veut dire championnat, il y a football, comprenez, football américain, et enfin il y a mutant, sous-entendu, ça va chauffer. Normal, me direz-vous, le match se déroule quelque part en plein désert de la mort. Le but du jeu, comme dans tous les sports d'ailleurs, c'est de remporter le fanion. Pour parvenir en tête du classement, vous avez à votre disposition l'équipe la plus hard à l'ouest du Pecos. Il faut vous dire que les équipes que vous allez rencontrer sont aussi assez originales. Les squelettes, comme ici à l'écran, disposent d'une tactique trop peu élaborée pour espérer vous écraser. Mais ce n'est pas le cas de toutes les équipes. Un conseil, méfiez-vous des trolls. De toute façon, si par hasard vous avez une baisse de régime en attaque ou en défense, ne vous inquiétez pas. Votre entraîneur, l'espèce de face de rat à chapeau mou, saura vous dire les mots pour vous motiver. Directement inspiré de John Madden, la référence en matière de football américain sur Mega Drive, Mutant League vous propose certains choix tactiques.
Pour les sélectionner, c'est facile. Vous appuyez sur A, B ou C. Cela vous permettra d'élaborer efficacement vos différentes stratégies. Et n'ayez pas peur de foncer dans le tas. Le sang doit couler. Un jeu à conseiller à tous les fanatiques de sports cérébraux, style Street Fighter 2 ou Street of Rage. La note Player One, 75%. Salut les flippés, je vous le répète assez depuis le début de la semaine, on a beaucoup de jeux. Alors du coup, on se refait une fournée de preview avec, dans la foulée, Renegade sur Master System et sur la même machine, Street of Rage. On voit ça tout de suite. Avis aux bastonneurs, le jeu de combat phare de la Mega Drive débarque sur la Master System. Comme souvent, l'histoire tient sur un Kleenex. Pour venir à bout du syndicat du crime, 3 flics adoptent des méthodes peu réglementaires. Genre, je tape sur tout ce qui bouge et j'achève les survivants. Sur 8 bits, le jeu à 2 disparaît. Mais on retrouve les 3 personnages du jeu original. Adam, le boxeur Black, Axel, le karatéka, Blaze, la super nana. Pas de surprise pour le reste. Street of Rage est un jeu de bagarre urbaine à la Double Dragon, avec tout ce qu'il faut d'ennemis vicieux, de décors glauques et de boss horribles. Rue déserte, plage, bateau, entrepôt, mont de charge, palace, les décors varient mais les ennemis restent souvent les mêmes. Par contre, vous disposez d'une bonne palette de coups. Atemi, attaque sautée, projection de judo, etc. Pour vous sortir des situations difficiles, vous pouvez faire appel à un copain policier qui débarquera sur le champ de bataille armé d'un lance-roquettes. Bref, on retrouve sur 8 bits quasiment tous les éléments qui ont fait le succès de ce jeu sur Mega Drive. Seul reproche, à cause de ses continues infinis, le jeu est un peu trop facile. Street of Rage, c'est pas très intello, mais qu'est-ce que ça défoule? On n'arrête pas de se battre sur Master System aujourd'hui. Après Chris et Street of Rage, voici Renegade, qui est l'adaptation d'une borne d'arcade ancienne mais assez populaire en son temps. Comme d'habitude dans ce genre de jeu, le scénario est plutôt simpliste. Vous incarnez 2 frangins bastonneurs, décidés à nettoyer les rues de leur ville de tous les voyous qui pourraient y traîner. Pas de surprise donc, on est en présence d'un clone de Double Dragon bon teint. Comme dans le modèle, vous lattez des hordes d'affreux dans des paysages plus glauques que nature. La palette des coups est relativement limitée. Outre les coups de poing, on trouve surtout les coups de pied en arrière et des sauts frappés. Par contre, l'action s'avère assez variée. Un passage de baston en moto viendra par exemple vous distraire au cours du second niveau. Le principal atout de cette cartouche réside toutefois dans le jeu à 2. À la différence de Streets of Rage, vous pouvez faire équipe avec un copain et cela améliore nettement le plaisir que l'on prend à jouer à cette cartouche. Dommage quand même que les graphismes et les couleurs soient un peu trop dépouillés pour la Master System. Mais Renegade reste cependant une valeur sûre de la Master System, surtout si vous êtes fan des parties de casse-tête à 2. Et avant de se mater les images de Might and Magic sur Super NES, on va se mettre dans une ambiance magie, avec Merlan le mirifique. Alors Merlan, c'est de la connerie la magie, ça marche jamais, c'est du pipeau. Mais pas du tout, regarde. Tire les tutus, ça vous battu. Et là où Ali? Oh merde, revoilà l'autre Golio du lundi. Allez, on va voir tout de suite Might and Magic sur Super NES, parce que lui il frappe. Might and Magic sur Super Nintendo devrait séduire tous les fans de Donjons et Dragons. Ce jeu de rôle débute par une phase de création de personnages bien plus complexe que ce qu'on a l'habitude de voir sur console. Vous formez une équipe d'aventuriers chargés de restaurer la paix dans le monde. Au début, vos personnages seront aussi nus qu'une crevette nouvelle-née. Pas d'armes, pas d'expérience et encore moins d'argent. L'équipe forme un casse-croûte rêvé pour les forces du mal. Mais petit à petit, à force d'exploration et de combat, elle deviendra suffisamment forte pour accomplir sa mission. Au cours de votre quête, vous explorez des villes, des forêts, des montagnes ou encore des labyrinthes souterrains. Les décors superbes mais infestés de monstres sont représentés en 3D. Comme Phantasy Star 2, le programme utilise un système de menus pour accomplir les différentes actions. Un petit
peu difficile à maîtriser au début pour ceux qui n'ont pas l'habitude des jeux de rôle sur micro, ce système se révèle très efficace à l'usage. Il permet en effet d'accomplir une foule d'actions des plus simples, comme dormir ou attaquer, aux plus compliquées, comme soudoyer un ennemi ou encore échanger des objets. On peut le dire, Might and Magic est un programme exceptionnel qui se rapproche vraiment du Donjons et Dragons original. Bien que certaines races de monstres diffèrent par rapport aux règles officielles, on retrouve la complexité, la durée de vie et le fun de ce jeu mythique. Autant dire que Might and Magic est une cartouche indispensable. Salut les pygmées! Aujourd'hui, trucs et astuces avec notre truqueur en chef, Matt le Fou, qui nous propose une petite balade du côté des Simpsons avec Bart vs The Space Mutant sur NES. D'ailleurs, il y a tellement joué qu'il s'en est endormi dans sa voiture. Et oui, crevette, n'empêche, il vaut mieux rester éveillé pour les Simpsons sur NES, puisque c'est sûrement le jeu le plus riche en astuces de la galaxie. En plus, si vous jouez aussi sur console Sega, vous pourrez profiter de nos enseignements, puisque cette aventure de Bart existe aussi en version Mega Drive, Master System et Game Gear. Voilà donc quelques petits conseils pour le niveau 3 du jeu. Ici, Bart doit ramasser un maximum de ballons. On est en pleine fête foraine. Il y a un moyen de se faire un sacré paquet de pièces. Grimper à l'échelle jusqu'à la plateforme de droite, la plus haute. Après avoir dégommé la personne qui s'y trouvait avec le lance-pierre, sautez vers la gauche, dans le vide. Si vous réussissez à faire sonner la cloche, ding, des pièces apparaissent. Renouvelez l'expérience plusieurs fois pour ramasser des vies gratuites, mais attention, le temps est limité dans ce jeu. Un peu plus loin, Bart va devoir se servir de soufflerie pour flotter dans les airs. La grosse difficulté est de prévoir le moment pendant lequel la soufflerie va s'actionner pour retomber sur une plateforme stable lorsqu'elle s'arrêtera. Ici aussi, prenez les pièces, les ballons et évitez les chutes libres. On passe à la tête géante du clown Krusty, l'idole de Bart. Montez au sommet en évitant les bombes et laissez-vous tomber sur la plateforme rouge surplombant le visage du clown. C'est le meilleur moyen pour atteindre un one-up, une carte Krusty planquée dans la bouche. Sortez ensuite par la droite. Bart va ensuite sortir du chapiteau du cirque et continuer à amasser les ballons. Des ballons utilisés par les extraterrestres pour faire marcher une machine diabolique destinée à servir le monde. Alors surtout, ne ratez pas la séquence suivante. Et avant de se remettre une deuxième et dernière giclée de trucs et astuces pour Bart vs The Space Mutant sur NES, j'ai invité Matt le Fou, truqueur en chef de Player One, qui va nous en dire un peu plus. Eh Matt, réveille-toi, on est sur MCM là. Oh, parle-nous des Simpsons un peu. Ah non, je m'en fous, je dors. Oh là là, il y a tellement joué qu'il est trop armoire. Donc on va voir ça tout de suite en images. Et voilà Bart reparti vers de nouvelles aventures, toujours dans le niveau 3, toujours dans la fête foraine. Grâce au lance-pierre, Bart peut tirer des ballons. Il lui en reste 14 à avoir, comme vous pouvez le voir en bas du tableau à droite. Voilà la grande roue. Attention, le premier saut est très difficile. Laissez-vous tomber au centre de la roue pour ramasser une carte Krusty, une vie gratuite, je vous le rappelle. Et on passe au niveau suivant, le niveau 4, qui est le musée d'art moderne de Springfield. Après la fête foraine, Bart doit ici ramasser des panneaux exit pour contrecarrer les projets malfaisants des extraterrestres. Pour vous accaparer des objets se trouvant dans les vitrines, sautez 3 fois au-dessus d'elles. L'arme utilisée est ici un pistolet à fléchette, mais je vous conseille de bien économiser vos munitions et de ne pas tirer à tout bout de champ. C'est en effet grâce à ces fléchettes que vous pourrez vous emparer des panneaux exit inabordables autrement. Comme toujours, vous pourrez utiliser les lunettes à rayon X pour découvrir la véritable identité des personnes rencontrées en route. Si ce sont des extraterrestres, sautez sur leur tête. Chaque mutant attrapé fera apparaître une lettre formant le nom de l'un des membres de la famille devant vous aider. Ici, regardez en bas de l'écran à gauche, c'est Homer qui apparaîtra. Voilà, alors bon courage pour la suite des événements, car du courage, il vous en faudra tout au long de ce jeu de très très grande difficulté.
Salut les pygmées, comme tous les vendredis, on va se faire le top des meilleurs jeux. Et dorénavant, ce sera un top 5. D'ailleurs, à la 5e place, on trouve Shakan sur Game Gear. À la 4e, il y a World League Basketball sur Super NES. Et à la 3e, devinez qui c'est? Eh ben c'est Global Gladiator sur Mega Drive. Mais en parole, c'est pas très bien. Le mieux, c'est quand même de le voir en images. Les héros de la galaxie Sega sont rarement tout à fait normaux. Aucun pourtant n'atteint l'étrangeté de Shakan, un guerrier fantôme condamné à errer dans les limbes jusqu'à ce qu'il ait éliminé toutes les créatures des ténèbres. Étonnant et original, ce personnage a su conquérir les possesseurs de Mega Drive, amateurs d'étrangeté et d'ambiance glauque. Le voici désormais sur Game Gear, dans une version remaniée mais tout aussi sombre. Les fans de la portable de chez Sega retrouveront donc l'ambiance horrifico-mystique qui fait le charme de ce jeu étrange. Plongé dans une telle atmosphère, on passera vite l'éponge sur les quelques problèmes de jouabilité pour retenir surtout que le jeu n'est pas évident du tout. Et comme la magie apporte une petite touche stratégique à l'ensemble, voici la cartouche idéale pour faire le bonheur des pros de la plateforme qui ont envie de sortir des Mickey et autres Alex Kidd. World League Basketball se retrouve à la 4e place du top. Normal, c'est le meilleur jeu de basket que l'on ait vu sur console. Utilisant les possibilités de rotation de la Super Nintendo, ce jeu vous permet de suivre constamment les mouvements du ballon comme si une caméra y était collée. Mais je vous laisse admirer le match. Dans Global Gladiators, vous allez découvrir des paysages qui sont vraiment fabuleux. La seule chose que l'on peut regretter, c'est que chaque level est constitué de 3 stages et que les décors sont pratiquement identiques dans les 3. Il n'empêche que tous ces décors sont tellement beaux qu'on leur pardonne aisément. Donc, vous attaquez par l'orée d'un bois où vous êtes confronté à des troncs d'arbres arrachés, à des marécages toxiques et surtout à de gros monstres tout gluants qui vous tirent dessus avec de l'acide. Il suffit de leur envoyer une giclée avec votre gun et ils explosent dans un cri déchirant. Leur aspect est vraiment gerbant, mais c'est l'éclat total à voir. Attention, ne vous précipitez pas quand même, car toutes les bestioles que vous allez rencontrer dans ce jeu sont particulièrement vicieuses. On peut vraiment dire que Global Gladiator est un des meilleurs jeux de la Mega Drive. Il réussit à vous rendre fou, à vous émerveiller et à vous faire rire. Je ne vois vraiment pas ce que l'on peut demander de mieux. Et voici le moment tant attendu de voir les 2 meilleurs jeux de la semaine. Et les 2 meilleurs jeux, c'est d'abord en 2e position Super Sidekick sur Neo Geo, une simulation de football. Et en numéro 1, le meilleur jeu de tous, c'est bien sûr Super Tiny Toons pour la Super NES. On les voit tout de suite en images. Et dans le genre je tape l'incruste, Super Sidekicks fait très fort. En effet, cela fait 1 mois qu'il se trouve au top. Et il n'a pas l'air de vouloir s'en aller. Il reste toujours numéro 2 du Top Player One, bien sûr. Encore bravo à Konami qui nous permet avec ce jeu de retrouver la magie des cartoons sur Super Nintendo et d'entamer un voyage fantastique dans un monde féerique. Voyez plutôt.
voilà, c'est terminé pour cette semaine. Mais avant de se quitter, je vous rappelle qu'il y a toujours notre super concours F1 avec la possibilité de remporter une journée en Ferrari. Première question, qui a été champion du monde de Formule 1 en 1992? Ayrton Senna ou Nigel Mansell? Deuxième question, qui sponsorise la Williams d'Alain Prost? Nintendo ou Sega? Troisième question, quel est le nom du Français qui pilote chez Ferrari? Paul Belmondo ou Jean Alesi? Pour répondre facile, 3615 code Player One ou sur carte postale uniquement à l'adresse qui s'affiche actuellement sur vos écrans. Voilà, j'espère que vous avez apprécié et si c'est le cas, retrouvez-nous tous les soirs à 17h30 sur MCM dès lundi. His name is Robert Paulson.